Conférence de presse du ministre des Affaires étrangères après la rencontre de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel. Abdoulaye Diop était face à la presse nationale et internationale pour parler des recommandations et des résolutions au terme des échanges. Interdiction de circulation par les autorités des motos tricycles sur certains axes routiers de la capitale. Les mesures prises pour diminuer les nuisances occasionnées par ces engins seront détaillées dans ce journal. Sport football mondial des cadets, retour sur l'historique qualification à la finale des moins de 17 ans maliens. Nos cadets qui affronteront dimanche le Nigeria, quadruple vainqueur de la compétition. Mesdames, Messieurs, merci de rester sur le RTM. Bonsoir et bienvenue au journal. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu les ministres de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel en début de soirée. C'est au terme de la 4e réunion de cette plateforme que les ministres sont allés rendre compte des conclusions du forum. Le ministre tchadien Moussa Faki Mahamat, qui prend la succession de son homologue Abdoulaye Diop, s'exprime ici au micro de Mariam Sagara. À l'issue des travaux de la 4e réunion de la plateforme de coordination ministérielle des stratégies Sahel, Son Excellence Monsieur le Président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous avons donc profité pour lui faire le point. Nous avons rendu compte des conclusions de nos travaux. Vous savez, cette plateforme a vu le jour ici, à Bamako, il y a 2 ans. Le Mali a assuré la présidence donc, de cette plateforme qui a aujourd'hui permis non seulement la mise en place par la suite du G5, donc les 5 États du Sahel qui sont le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Burkina et le Tchad, mais également cette plateforme est un forum englobant non seulement les États du Sahel, mais l'ensemble des partenaires, avec l'appui des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne et de tous les partenaires financiers. C'est un cadre pour réfléchir sur les défis qui sont majeurs dans cette région, notamment les défis de sécurité, de développement, de résilience et de gouvernance. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt l'analyse faite par le président de la République du Mali, de la situation du Mali, et nous avons également profité pour le remercier et féliciter les efforts franchis ici au Mali, le Mali qui a subi, nous le savons tous, pour certains d'entre nous, nous avons été déjà ici au début 2013, et donc l'évolution positive de la situation au Mali permet également à l'ensemble des États du Sahel de mieux se préparer pour faire face aux défis qui pour certains sont structurels et d'autres conjoncturels. Donc la situation sécuritaire, les questions de développement, avec d'autres développements comme la migration illégale qui font l'objet. Et donc dans 2 semaines prochaines, le 20 novembre, il y aura un sommet, le 2e sommet du G5 à N'Djamena. Je crois que les chefs d'État vont se réunir pour faire le point au plus haut niveau de la situation dans notre région. Voilà le ministre Abdoulaye Diop, après donc la rencontre de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel, a animé une conférence de presse face à la presse nationale et internationale pour parler des recommandations et des résolutions au terme des échanges. On retrouve Mariam Sagara. Les grandes décisions doivent être connues de tous les pays du Sahel. Les populations doivent connaître l'importance du Forum des ministres sur le Sahel et les organisations qui les accompagnent. C'est ce qui explique la conférence du ministre Abdoulaye Diop. Pour le ministre, la stabilité de la région doit passer par la feuille de route de la plateforme. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères. Nous travaillons avec tous les pays du Sahel, du Sénégal jusqu'à la Somalie et au Soudan. Tous ces pays sont impliqués dans ce processus. Dans ce processus, 4 thématiques majeures ont été identifiées par les pays comme étant les thématiques importantes sur lesquelles nous devons coordonner nos activités. Il s'agit de la question de la gouvernance, il s'agit de la question de la résilience, il s'agit des questions de développement, mais aussi des questions de sécurité. C'est un cadre de coordination de l'ensemble des stratégies que les États eux-mêmes ont développées pour pouvoir faire face aux dynamiques
dans le Sahel, mais aussi c'est une instance de partage et de coordination avec l'ensemble de nos partenaires. Aux questions des journalistes, une équipe de la plateforme a expliqué longuement le contenu de la conclusion de la journée. Pour maintenir l'élan et la mobilité de la plateforme, les ministres s'engagent à faire participer toutes les organisations susceptibles d'apporter un appui constant à la plateforme. La plateforme a été encouragée. La plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel est une institution composée de plusieurs organisations internationales. Ces organisations jouent un rôle capital au sein des Nations Unies. Leurs représentants sont venus défendre les acquis de la plateforme. Le commentaire de Mariam Sagara. Mobiliser le financement, renforcer les capacités de la plateforme ministérielle de coordination des stratégies Sahel demeure une préoccupation pour les organisations participantes. Pour la pérennisation des actions de la structure, une bonne coordination de toutes les actions est nécessaire. Le G5 Sahel, il faut le rappeler, qui découle entre autres de cette dynamique, constitue un espace regroupant la plus grande concentration des menaces sur la paix, la sécurité et le développement. Sa création est sous-tendue par une grande volonté politique et un engagement fort des chefs d'État de circonscrire des préoccupations communes de sécurité, de développement, mais aussi et surtout de démocratie, afin de s'approprier en toute responsabilité le leadership de leur destinée dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique. Au nom de Monsieur le Président du Conseil des ministres du G5 Sahel, son Excellence Sidi Ahmed Raïs, de remercier la présidence malienne pour la parfaite conduite de son mandat, de féliciter et encourager les groupes thématiques et le secrétariat technique pour le remarquable travail accompli au profit des laborieuses populations sahéliennes qui aspirent plus que jamais à la paix, à la sécurité et au développement. Concernant la CEDEAO par rapport à ce dossier, vous savez que nous-mêmes nous avons une stratégie, la stratégie Sahel de la CEDEAO par rapport à nos 15 pays. Et nous avons cette stratégie et aussi le plan d'action. Nous avons identifié les projets, donc nous sommes très en avance par rapport à ce dossier. Nous avons identifié les différents projets. Il faut savoir que dans notre stratégie Sahel, nous sommes avec l'UEMOA et le CIL. C'est une stratégie commune. Donc ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est de voir comment au niveau régional, nous allons prolonger les différents projets au niveau local, au niveau national, parce que ces projets ont leur prolongement aussi au niveau de la région. Et notre rôle précisément est de faire en sorte que ces projets puissent trouver des financements appropriés et qu'ils puissent être rapidement mis en œuvre. Les pays du Sahel dans le domaine de la sécurité recommandent la participation de tous. Les objectifs assignés à cette plateforme vont dans le même sens que ceux de la CINSAD, ce qui va donc permettre à la CINSAD d'accompagner fortement la plateforme dans toutes ses actions. Le ministre des Affaires étrangères a demandé aux institutions amies et partenaires et des organisations internationales de se mobiliser pour instaurer la paix au Sahel pour un développement durable et émergent. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui le ministre de la Jeunesse et des Sports du Venezuela et le directeur régional de la Banque islamique de développement. Deux audiences à la primature qui confirment la bonne coopération entre ces structures et le Mali. Mamoudou Sidibé. La première audience accordée par le Premier ministre a concerné le ministre de la Jeunesse et des Sports du Venezuela. Alexander Vargas est venu confirmer et réchauffer l'excellente coopération qui existe entre nos deux pays. C'était une rencontre qui a été vraiment fructueuse et surtout on a parlé de la coopération, comment on peut travailler ensemble. Le ministre malien des Sports a tout dit et nous allons vraiment amener l'agenda, faire un agenda et les plans de la coopération. Au-delà des 150 bourses pour le ministère des Sports, on a discuté aussi des 500 bourses pour le ministère de l'Enseignement cette proposition, le président de la République lui-même doit approuver pour donner son aval. Donc nous avons jugé nécessaire aussi d'accompagner le Mali dans son processus de paix et de réconciliation à travers notre mouvement qui s'appelle, il y a un bataillon sportif au Venezuela qui peut beaucoup servir le Mali dans ce sens, à pacifier le nord du pays, à créer la cohésion nationale à travers le sport. Une trentaine de minutes après, le Premier ministre a reçu le directeur régional de la Banque islamique de développement.
Ce tout nouveau directeur est lui aussi venu réaffirmer sa volonté de poursuivre la coopération qui existe entre le Mali et son institution. C'est une visite de courtoisie. Je viens d'être nouvellement nommé comme directeur régional du bureau régional de la Banque islamique de développement à Dakar. Donc il est de coutume de faire des visites de courtoisie au niveau des pays membres de la BID de la sous-région. Donc pour la première sortie, j'ai choisi de me rendre au Mali, compte tenu des relations privilégiées que la Banque islamique de développement a avec le Mali. Et nous avons échangé sur la coopération très dynamique et très fructueuse entre le Mali et la Banque islamique de développement. Le Mali est un des pays membres fondateurs de la banque depuis 1976 et la banque a eu à intervenir dans plusieurs projets au Mali, dans des secteurs clés, dans des secteurs prioritaires de développement. Donc nous nous réjouissons beaucoup de cette coopération. En date d'aujourd'hui, nous avons un portefeuille actif et très dynamique au Mali, qui comprend une vingtaine de projets avec un montant de financement qui va jusqu'à 700 milliards de francs CFA. Si le premier visiteur a félicité le Mali pour le parcours de notre équipe en Coupe du Monde des moins de 17 ans, le second a félicité notre pays pour les avancées constatées vers la paix définitive. Audience à l'hémicycle, cette fois-ci avec le président de l'Assemblée nationale qui a reçu la délégation du Venezuela conduite par le ministre des Sports de ce pays. La visite entre dans le cadre de la bonne coopération entre le Mali et le Venezuela dans le domaine du sport. Compte rendu de Al-Jumatina. La coopération Bamako-Caracas est au beau fixe dans plusieurs domaines, au nombre desquels le sport. C'est dans ce cadre qu'une délégation du Venezuela est reçue par le président de l'Assemblée nationale. Issaka Sidibé et ses hôtes du jour ont échangé sur plusieurs aspects visant à renforcer les capacités des fédérations sportives maliennes. Le point essentiel a été les bataillons sportifs vénézuéliens qui doivent être implémentés ici au Mali. Et puis le sport, la coopération sportive pour les femmes maliennes, pour qu'elles puissent réaliser des sports nocturnes. Le deuxième point, c'est la mise au vert des Jeux olympiques 2016 à Rio. Les athlètes vont être envoyés au Venezuela pour une préparation. Car le climat vénézuélien est presque pareil au climat de Rio au Brésil. Un autre point, c'est l'envoi de 8 experts qui est prévu pour février en termes de formation. Au cours de l'audience, le président de l'Assemblée nationale a transmis au ministre de la Jeunesse et des Sports ses salutations à son homologue du Venezuela. Il a également salué le programme en chantier relatif à la formation et au développement du sport. Un secteur qui lui tient à cœur en sa qualité de dirigeant sportif pendant plusieurs années. Le conseiller à la communication du président de la République a rencontré ce matin la presse pour faire le point des acquis de la visite du chef de l'État en France, mais aussi des retombées de la participation du Mali au 3e forum Inde-Afrique tenu du 26 au 29 octobre dernier à New Delhi. Les échanges entre Racine Thiam et les journalistes ont également porté sur la célébration du 70e anniversaire de la création de l'UNESCO le 16 novembre prochain à Paris. Compte rendu de Bourama Traoré. L'UNESCO aura 70 ans d'existence le 16 novembre prochain. Ce 70e anniversaire sera célébré au siège de l'organisation à Paris. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, y sera présent sur invitation de la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. L'événement qui va réunir plusieurs autres dirigeants du continent doit permettre de mesurer le chemin parcouru et de dégager des perspectives pour la vitalité de l'organisation onusienne. Vous avez un terreau culturel fertile au Mali, l'UNESCO l'a reconnu. L'UNESCO a fait un projet pour réhabiliter Tombouctou. Vous avez des sites culturels exceptionnels à travers le Mali et l'UNESCO en est conscient. C'est pour ça qu'il y a cette relation particulière avec Irina Bokova qui comprend effectivement la place du Mali dans le rayonnement culturel de l'Afrique et du monde.
Avant l'étape parisienne, le chef de l'État sera à La Valette pour un sommet sur la migration prévu les 11 et 12 novembre 2015. La rencontre de haut niveau doit traiter des questions liées à la lutte contre le trafic des migrants, la création d'un fonds fiduciaire pour l'Afrique, l'asile et la protection internationale. Le Mali, pays d'immigration, ne peut manquer un tel rendez-vous. Le sommet de La Valette va non seulement discuter des conditions pour qu'une immigration plus contrôlée, mieux structurée, puisse être mise en place et développée pour le bien des deux continents. Donc il va y participer en portant la voix du Mali, en exigeant effectivement que les immigrés soient vus comme des êtres humains qui participent au développement de nos pays. Le conférencier est revenu sur la visite d'État du président de la République en France. Une visite qui a été un succès au double plan diplomatique et économique d'Ixit Racine Tcham. Elle a permis, dit-il, de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre Bamako et Paris, de récolter plus de 3 milliards d'euros pour la reconstruction du Mali. Le président a tenu à être clair dessus. C'est de l'argent pour la reconstruction du Mali avec des projets bien identifiés. Certes, une partie sera dédiée au nord, mais l'essentiel sera pour des projets spécifiques, sans distinction de lieu géographique, du moment que ça participe effectivement à l'essor économique du pays. Enfin, le conférencier s'est entretenu avec les journalistes sur la participation du chef de l'État au 3e Forum Inde-Afrique tenu du 26 au 29 octobre dernier à New Delhi. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Inde est considérée comme un partenaire économique de taille pour le continent africain. Preuve, le gouvernement indien a mis en place un fonds de 10 milliards de dollars pour l'Afrique. La moisson de l'Inde aussi a été fructueuse. Je pense que beaucoup de ministres sont revenus contents et satisfaits parce qu'ils ont eu des entretiens bilatéraux, ils ont eu un certain nombre de contacts. Le président a été à l'honneur avec un club d'investisseurs et ils sont prêts, eux tous, dans les mois à venir travailler avec des opérateurs maliens pour relancer un certain nombre de chantiers. Ce rendez-vous avec la presse sera régulier, conclut le conférencier. La finalité est de permettre aux hommes des médias d'avoir des informations précises sur les activités du président de la République. Les sociétés coopératives conformes aux dispositions de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Les 23 000 organisations en activité à travers notre pays sont invitées à s'inscrire sur les 55 registres désormais à leur disposition. L'opération d'immatriculation a été lancée ce matin par le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la reconstruction du Nord à la Maison des Aînés. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Au 31 décembre 2013, 23 901 sociétés coopératives étaient en activité à travers le pays. L'opération qui est lancée en présence de membres du gouvernement consiste à les enregistrer dans 55 registres qui seront disposés dans nos 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako. La cérémonie est importante d'abord parce qu'elle nous permet d'harmoniser notre législation en matière de société coopérative avec la législation ouest-africaine, la législation de l'OHADA. Le secteur rural est un secteur productif. C'est celui qui contribue en premier à notre produit intérieur brut. Comment peut-on comprendre que le premier contributeur soit toujours dans une situation de développement social très précaire? Les coopératives sont dans plusieurs secteurs, dont l'agriculture, la consommation, l'habitat et les mines. Où vous avez aujourd'hui un informel qui s'est installé, qui espère trouver de l'or, qui se bat pour trouver de l'or, qui en trouve, mais qui perd sa santé, qui parfois perd sa vie. Le producteur agricole Bakary Togola, qui est également le président de l'Union nationale des sociétés coopératives, a relevé la pertinence du dispositif. L'inscription au registre, tout en sortant les coopératives de l'informel, peut les inciter à la bonne gouvernance. Bientôt, une nouvelle ambulance pour le centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako. L'annonce a été faite par Madame le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au cours de sa visite de prise de contact dans ce centre. À cette occasion, les responsables de la structure ont fait part des difficultés auxquelles sont confrontés leurs services. Écoutons Marie-Madeleine Togo, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au micro de Moussa Fani. Le constat, je peux dire que nous sommes très satisfaits
de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu. C'est une structure qui remplit correctement sa mission de première référence. Ça, grâce non seulement au médecin-chef et à son personnel, mais vraiment grâce aux autorités qui sont là, afin que la population ait la santé souhaitée, en tout cas, par la politique nationale de la santé. C'est vrai que c'est une œuvre humaine, tout n'est pas parfait, on peut toujours améliorer et les difficultés ont été soulevées. Nous avons pris note. Je peux déjà profiter de ce micro pour dire qu'en ce qui concerne l'ambulance, les ambulances, il y a une vingtaine d'ambulances qui ont été achetées, qui sont déjà là. Et dans cette répartition-là, la commune 5 aura prioritairement son ambulance. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons déjà promettre. Et le reste des difficultés aussi seront traitées parce qu'une équipe technique va repasser. On va s'asseoir, échanger et définir ensemble comment nous allons faire pour améliorer l'existant. En 2014, plus de 150 000 personnes ont été immatriculées à l'AMO, l'assurance maladie obligatoire. Les cotisations encaissées se chiffrent à plus de 16 milliards de francs CFA pour la même période, soit un taux de réalisation de 79%. Cependant, les défis restent à relever, notamment la confection de la carte AMO par la Caisse nationale d'assurance maladie, car jusque-là, c'était l'apanage d'une structure extérieure à la CANAM. La 11e session de la CANAM passe également au peigne fin. Le rapport d'activité et financier du premier semestre 2015. Les détails avec Ramata Konaté. Plus de 16 milliards de francs CFA, c'est la somme des cotisations encaissées par la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM au cours du premier semestre 2015. Un bilan jugé satisfaisant par les responsables de la structure. Il y a eu une nette amélioration, d'abord par rapport au recouvrement des cotisations. Nous sommes à plus de 56% des cotisations recouvrées et nous pensons que si la tendance est maintenue, nous allons pour la première fois depuis que la CANAM a démarré atteindre, voire dépasser les prévisions en termes de ressources pour financer les activités. Cependant, des défis restent à relever. Nous sommes engagés à mettre en place un système intégré qui nous permettra à l'intérieur de la CANAM de produire nous-mêmes les cartes et ça va être des cartes beaucoup plus fiables parce que ça va être des cartes biométriques qui sont couplées avec le NINA et avec une puce. Il ressort également de cette 11e session ordinaire de la CANAM que plusieurs activités ont été menées l'année dernière. L'immatriculation de 155 955 personnes à l'AMO, ce qui amène le nombre total des personnes immatriculées au 31 décembre 2014 à 744 941. L'organisation des missions d'enrôlement dans les régions, l'organisation de campagnes de sensibilisation, notamment dans les garnisons militaires. S'agissant de la présidence du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie CANAM, Mauloud Ben Katra de l'UNTM passe le flambeau à Cheikh Oumar Dia du Conseil national du patronat. D'autres chiffres dans ce journal, près de 8 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe destinée au financement du programme d'appui à la justice au Mali. Les points focaux ou observateurs des structures, institutions des pays, représentants des corps diplomatiques accrédités au Mali étaient ce matin à l'hôtel Salam de Bamako pour prendre part à la deuxième réunion du comité de pilotage du dit programme. Reportage de Fademba Keita. Le programme d'appui à la justice au Mali PAJM est le fruit du partenariat fécond entre le Mali et l'Union européenne. D'une durée de 4 ans, le programme vient en appui à la réforme structurelle du secteur de la justice. Il ne peut nier que, évidemment, les citoyens maliens ont droit à une justice équitable et transparente, ce qui est essentiel pour la confiance, pour l'épanouissement des citoyens et pour le processus de refondation de l'État ainsi que pour une lutte efficace contre la corruption. Ce programme a pour objectif de contribuer à la construction et au renforcement d'un système de justice indépendant, impartial et équitable pour tous les citoyens maliens. Car l'amélioration de la qualité du service public de la justice demeure une préoccupation majeure des plus hautes autorités. Le ministère de la Justice s'engage à jouer son rôle de coordinateur et de maître d'œuvre du projet.
Il promet également apporter l'assistance technique qu'il faut pour une meilleure planification des activités dans le cadre du PAGIM. L'atteinte des résultats attendus du PAGIM est largement tributaire du bon fonctionnement du comité de pilotage. Aussi, je voudrais inviter les membres du comité à mieux assumer au mieux les missions qui leur sont assignées. La modernisation de la justice est l'un des axes majeurs de la stratégie de développement du Mali. À cet égard, les objectifs prioritaires visent à améliorer la qualité des prestations offertes aux usagers et à faciliter l'accès à la justice et à l'aide juridictionnelle. Le programme d'appui à la justice au Mali, PAGIM, renferme 3 composantes. Amélioration des performances des structures judiciaires, la refondation des valeurs de justice et de lutte contre l'impunité et l'amélioration de l'accessibilité à la justice. Fin des travaux de la formation en informatique des membres et du personnel de la Cour constitutionnelle. Les participants ont amélioré leurs connaissances en matière d'utilisation du matériel informatique. Les travaux sanctionnés par le lancement du nouveau site web de l'institution ont duré 10 jours. Compte rendu de Agali Agissa. 10 jours de formation qui ont permis aux membres et au personnel de la Cour constitutionnelle de se familiariser avec les techniques de l'utilisation de l'outil informatique. Suis-je convaincu que vous êtes désormais mieux outillés, non seulement par rapport à la connaissance générale au logiciel bureautique Microsoft, Word, Excel, PowerPoint, mais aussi et surtout à l'Internet et au système de messagerie de la Cour pour mieux faire comprendre à tous les Maliens les hautes missions qui sont les vôtres et assumer pleinement les rôles et responsabilités assignés à l'honorable institution que représente la Cour constitutionnelle. Au terme de cette formation qui vient à point nommé, le nouveau site de la Cour constitutionnelle a été lancé. De nos jours, l'information et la communication sont devenues une nécessité incontournable pour toute institution ou structure qui se veut moderne. C'est dans ce cas que dès notre installation à la tête de l'institution, nous avons entrepris la refonte du site de la Cour constitutionnelle et de son amélioration. À partir de cet instant, nous ouvrons le site au public à travers l'adresse www.courconstitutionnelle.ml. Cette formation a eu lieu grâce à l'appui du ministère en charge de l'économie numérique qui a doté l'institution d'ordinateurs et d'imprimantes. Elle a été financée par l'AMINSMA dans le cadre de l'amélioration de gestion des élections et autres activités de la Cour constitutionnelle. CRI 2002, honoré par Transparency International, une organisation mondiale issue de la société civile. Suite à cet événement, le président du Cercle de réflexion et d'information pour la consolidation de la démocratie au Mali rencontrait la presse pour parler de la signature d'une convention de partenariat avec Oxfam Novib pour l'exercice d'une gouvernance appropriée 2015-2018, plan quadriennal. Reportage de Daouda Sidiki Diarra. CRI 2002 a désormais une nouvelle accréditation au Mali. Il s'agit du statut de contrat national de Transparency International. En plus de cela, il a signé avec Oxfam Novib une convention de partenariat pour l'exercice d'une gouvernance appropriée 2015-2018. Ces deux événements majeurs ne pouvaient passer sous silence. C'est pourquoi le président de CRI 2002 a rencontré la presse pour expliquer aux journalistes l'importance de ce plan quadriennal. Nous avons été accrédités en même temps qu'une association de la société civile de la Côte d'Ivoire. L'honneur qui nous est revenu, ce n'est pas l'honneur qui revient à CRI, mais c'est l'honneur qui revient au Mali. CRI 2002 travaillera dans la dynamique globale de la nouvelle vision de la décentralisation. Nous avons pris l'engagement de tout faire pour élargir les perspectives de notre cadre démocratique, de notre cadre de la décentralisation, à travers l'inclusion des chefs et autorités traditionnels, coutumiers et religieux. Et nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons été entendus par l'État du Mali. Selon le président de CRI 2002, le plan quadriennal prend en compte plusieurs aspects, notamment la lutte contre la corruption, l'impunité et la lutte pour la bonne gouvernance dans notre pays. Le plan quadriennal prend également en compte et en charge un certain nombre d'innovations. On est en partenariat stratégique et opérationnel avec d'autres organisations de la société civile, à commencer par Oxfam Novib, que la DDC et la coopération suisse a mandaté pour pouvoir sélectionner un certain nombre d'organisations de la société civile pour pouvoir porter la phase 3 de leur programme qu'ils appellent Programme pour l'exercice d'une gouvernance appropriée, PEGA.
cri de milliers travaillera également sur la problématique des conflits, l'élaboration des répertoires des chefs des quartiers, des villages et des fractions. Les régions ciblées par le plan sont Sikasso, Mopti et Tombouctou. Fin à l'Ikrakar dans le cercle de Tombouctou de la rencontre intercommunautaire sur la paix. Les participants venus de Gao, Kidal et Bamako ont salué la détermination de la communauté Oulad Ish, initiatrice de la rencontre. Des recommandations ont été formulées et des engagements pris pour la restauration de la paix. Reportage de Yéha Tandina. C'est des frères décidés à faire la paix qui se sont retrouvés à l'Ikrakar dans le cercle de Tombouctou. Une rencontre qui a rassemblé les acteurs impliqués dans le processus, à savoir la plateforme, la SEMA et les différents leaders communautaires arabes et touaregs. Une initiative de la communauté Oulad Ish. C'est la première fois dans l'histoire que l'ensemble des Arabes de la zone de Tombouctou se retrouvent dans un seul village et se parler ensemble. Et encore, c'est dire qu'à partir de maintenant, c'est la paix ou rien. Après des débats souvent houleux, les participants ont fait des recommandations, entre autres, renforcer les capacités de développement dans la paix, l'union, la justice et la cohésion sociale et la création d'emplois pour les jeunes. Les organisateurs s'en félicitent. Pour les objectifs, je peux vous dire qu'ils sont vraiment atteints. Parce qu'on a pu réunir autour de nous toutes les tribus qui sont dans la région et même qui viennent d'ailleurs. Parce que les gens sont venus de partout, de la Mauritanie, de l'Algérie et même souvent du Niger. Certains sont venus du Niger. Donc on avait vraiment eu tout le monde autour de nous. Le rendez-vous de l'Ikrakar a suscité l'espoir chez les populations qui attendent impatiemment la fin du banditisme et des braquages dans la zone. Face aux désagréments causés par les mototricycles dans la circulation, les autorités ont pris un certain nombre de mesures. Selon l'arrêté numéro 041 MDB portant réglementation de leur circulation par le Bamako, certains axes routiers leur sont désormais interdits. Ces mesures ont pour but de diminuer les nuisances occasionnées par ces engins sur nos routes. Alors, que disent ces mesures? Qu'en pensent les usagers? Les réponses dans ce reportage de Mohamed Ould Mamouni. Nul n'ignore le rôle que jouent les mototricycles dans le développement économique, notamment dans le district de Bamako. Ils facilitent aussi le transport de proximité. Mais ces engins à 3 roues, dont le nombre a explosé, sont depuis quelque temps la source de certains désagréments dans la circulation. Souvent, vous trouvez qu'il y a les motocyclistes devant vous. Souvent, c'est pas facile de freiner. Surtout un nouveau conducteur, il peut mettre le pied sur l'accélérateur et puis le cogner. Aujourd'hui, c'est devenu une catastrophe. Pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour tout le monde finalement. Donc nous souhaiterons vraiment qu'on cherche une solution à cela. Pour trouver une solution à ces problèmes, les autorités ont pris des mesures. Mesures qui consistent à réglementer la circulation de ces tricycles à Bamako. Alors que disent réellement les nouvelles dispositions? Il y a 3 niveaux. D'abord, une partie qui prend en charge la traversée des ponts. Donc il y a d'abord le pont des Martyrs, compte tenu de sa capacité et de sa situation, de son impact sur le centre-ville, un lien direct avec le centre-ville. Je pense qu'il a été jugé nécessaire d'interdire la circulation des tricycles sur le pont des Martyrs. Le pont FAD, qui est un peu désaxé par rapport au centre-ville, qui a une certaine capacité, sur ce pont, ils sont autorisés à circuler de 10h à 15h. Maintenant, il y a le 3e pont. Sur ce pont, ils sont autorisés à circuler pratiquement toute la journée. Donc, de 6h jusqu'à 19h30, ils sont autorisés à traverser ce pont dans les 2 sens. Maintenant, nous avons vu que le trafic à Bamako, il y a un certain nombre de voies d'artères principales sur lesquelles il a été constaté que la cohabitation peut poser beaucoup de problèmes. C'est ainsi qu'il y a eu 7 artères qui ont été prises en charge. Il s'agit premièrement de la route de Kulkro, donc du carrefour du Grand Hôtel jusqu'au niveau de passage à niveau en allant vers Kulkro. Deuxièmement, il y a la route de Sebenikro. La route de Sebenikro qui part de l'échangeur multiple jusqu'à la sortie Sebenikro. Donc c'est l'avenue Mohamed VI. Ensuite, sur l'autre côté, il y a la route de Louia. L'avenue de Louia, donc du pont des Martyrs jusqu'à la Tour d'Afrique. L'avenue de la CEDEAO, du pont FAD jusqu'à l'aéroport. Mais à côté de ça, il y a quand même 2 voies qui sont assez spécifiques qui ont été prises en charge. Notamment, il y a la route de Koulouba, de l'échangeur de l'ENA jusqu'à Koulouba,
Ils ne sont pas autorisés à circuler là-bas. Et ensuite, il y a bien sûr l'avenue de l'indépendance. Je pense que cela se comprend aussi aisément, parce que c'est la vitrine, etc. Ça ne peut pas supporter toutes sortes de trafic. Il est à préciser que la circulation de ces engins à 3 roues est formellement interdite la nuit, c'est-à-dire de 19h30 à 6h du matin. Et cela s'explique. Nous avons vu que ces tricycles donnent un aspect trompeur la nuit, parce que c'est phare unique axial, contrairement aux autres types de véhicules qui ont une largeur. Donc on a l'impression de croiser en fait une simple moto 2 roues la nuit, parce que c'est une seule phare. Et donc ça peut poser des problèmes de sécurité. Comme l'on pouvait s'y attendre, ces dispositions ne font pas l'unanimité chez les conducteurs de ces mototaxis. Ces mesures nous causent beaucoup de difficultés. Et la décision que la mairie a prise à l'envers de nous, comme tous les conducteurs de motos, ça ne nous arrange pas. D'abord, il dit qu'on ne va pas circuler sur le pont maritime. On ne circule pas là-bas. Le deuxième pont, qu'on appelle le pont FAD, ça, il a donné des heures. Ça ne nous arrange pas. Le troisième pont aussi, il a donné des heures. C'est-à-dire, en plus aussi des routes pour lesquelles on ne va même pas circuler, telles que la route RN27 qu'on appelle la route de Kouloukourou, la route de Séménikourou, la route de Abim de Louya, Abim de Sédiao. Ça, c'est des trucs, vraiment, ça ne nous arrange pas du tout. La mairie du district de Bamako est en train d'élaborer un nouveau code de la route qui prendra en compte les mototricycles. Cela dans la perspective de rendre fluide la circulation avec en ligne de mire la réduction significative des désagréments causés par les mototaxis. Des mesures qui font des mécontents mais qui contribueront certainement à rendre la circulation plus fluide. Ouverture hier jeudi d'un séminaire national sur l'élaboration de la stratégie nationale de gestion des ressources génétiques animales au Mali. Tous les acteurs impliqués prennent part à cette importante rencontre pour le secteur de l'élevage. Ibrahima Alaï Chokari. La conservation et la valorisation des ressources génétiques animales au Mali, c'est le thème du séminaire initié par la Direction nationale de la production des industries animales DNPIA et son partenaire de la coopération belge à travers le projet d'appui au développement de l'élevage des zébus morts dans le cercle de Nara, PRODESEM. Le Mali, c'est le pays d'élevage en fait. C'est le pays d'élevage, c'est important. Dans toutes les cultures du Mali, l'élevage a un élément important. L'élevage, ça touche à toutes les couches de la population. L'élevage, c'est important pour la sécurité alimentaire, pour tout. Nous sommes fiers aussi de pouvoir appuyer ce secteur. La coopération belge a collaboré pour ce programme et collabore encore jusqu'en juin 2016 avec la Direction nationale de production et d'industrie animale. Ça, c'est notre partenaire. Mais je suis aussi content que ce programme est plus ouvert que ça, c'est-à-dire on ne se limite pas à une collaboration seulement avec le ministère. Non, les éleveurs sont là-dedans. Au cours de cette rencontre, les participants devront mener des analyses et des réflexions sur, entre autres thèmes, l'économie de l'élevage, la problématique de la gestion des ressources zootechniques, l'expérience d'amélioration génétique animale au Mali et de par le monde. Aujourd'hui, les ressources génétiques animales sont fort menacées par les effets néfastes des changements climatiques et les diverses actions de l'homme, dont les croisements non contrôlés. C'est pourquoi l'État malien s'est engagé dans la conservation et la sélection des races autochtones. Participent à cet atelier éleveurs, associations professionnelles, partenaires techniques et financiers et services techniques. La coopération belge, chef de file des PTF, élevage et pêche, reste un des partenaires privilégiés dans le domaine du service de développement de l'élevage et de l'amélioration génétique animale au Mali. C'est le lieutenant Nazim Ag Ataï qui dirige désormais la Légion de la gendarmerie de Caille. Nazim Ag Ataï qui remplace le lieutenant-colonel Oumar Younoussassi qui est appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation de service a eu lieu mercredi dans la cour de la Légion de la gendarmerie de Caille en présence des autorités administratives et politiques de la première région. Nazim Ag Ataï qui remplace donc le lieutenant-colonel Oumar Younoussassi.
La salle de conférence de l'Office de développement rural de Sélingué a abrité jeudi la 3e réunion du comité de suivi du contrat plan État-ODRS producteur. À la lumière des documents présentés à la rencontre, il ressort que malgré les restrictions budgétaires de 21% de la contribution de l'État, le programme d'activité 2015 a connu un niveau d'exécution satisfaisant grâce aux efforts des différents intervenants. Envoyé spécial à Sélingué, Djili Magandjabate, Mamari Kone. La deuxième année de mise en œuvre du contrat plan État-ODRS producteur a été marquée par une nette amélioration des réalisations. Ainsi, dans le domaine des productions agricoles, la culture du riz a enregistré une progression de 3,18% alors que celle des cultures sèches a connu une augmentation de 2,12%. Dans le domaine du renforcement des capacités des agents et des producteurs, 50 producteurs dont 20 femmes ont été formés aux techniques de maraîchage et de plantation d'arbres fruitiers. Je sors de cette réunion avec une grande satisfaction. Par rapport à l'année dernière, les engagements ont été respectés par toutes les parties. Malgré qu'il y a eu des petites réductions budgétaires, toutes les activités ont été bien menées. Et je tiens ici même à remercier beaucoup les producteurs, surtout par rapport à leur engagement qui est l'entretien des réseaux. Ces entretiens ont été réalisés à 100% à Sélingué et à 90% à Manikura. Et je tiens aussi à remercier cette année les producteurs de Manikura. Et nous sommes aujourd'hui à 90% des recouvrements de la redevance. Sur le plan de la maintenance des aménagements, l'Office a pu entretenir plus de 23 000 mètres linéaires du réseau primaire d'irrigation et 34 640 mètres du réseau secondaire d'irrigation. Près de 15 000 mètres de drains primaires et 24 000 de drains secondaires ont été entretenus. La mise en place de dotations budgétaires nécessaires à la réalisation des activités de notre Office a été faite dans un contexte de restrictions budgétaires. Sur les besoins de financement évalués à 1 146 223 000 francs CFA, 904 779 000 francs CFA ont été inscrits au budget, soit une réduction de 21%. Cette situation a naturellement affecté le déroulement normal des activités, notamment le volet investissement. L'ODRS et ses partenaires, dans le cadre de l'exécution de leurs engagements, ont donc déployé des efforts inlassables en vue de l'atteinte des objectifs du contrat plan. C'est le lieu de les féliciter et de les exhorter davantage à en fournir plus pour la dernière année du contrat plan que nous entamons en ce moment. À l'Office de développement rural de Sélingué, les perspectives sont bonnes pour l'année 2016. Et si on compte sur le démarrage des travaux de construction du seuil de Kourouba, l'élaboration et l'adoption d'un nouveau contrat plan. À tout cela s'ajoute la subvention des intrants et équipements agricoles accordés par l'État dans le cadre du programme de mécanisation engagé par le département du développement rural. Voilà cette petite rectification avant de poursuivre. Il s'agit bien du lieutenant-colonel Nazim Ag Atay qui remplace un autre lieutenant-colonel Oumar Younoussassi à la tête de la Légion de la gendarmerie. Des cas rectification apportée par mon chef d'édition Mariam Sagare. Toutes nos excuses. 300 projets de formation financés pour un montant de plus de 79 millions de francs CFA. Ce sont les chiffres à retenir de la rencontre d'évaluation du projet formation-insertion dans le bassin du Niger. Cette rencontre qui a regroupé les partenaires et les bénéficiaires vise à capitaliser les acquis du programme. Reportage de Kandesila. La présente session vise à enrichir des fiches pilotes capitalisant les acquis du programme FIBANI, programme de formation-insertion dans le bassin du Niger. Ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas et Suisse Contact dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur de la région en matière de formation professionnelle aura permis de financer 300 projets de formation pour un coût global de plus de 79 millions de francs CFA. Je voudrais remercier très sincèrement le Royaume des Pays-Bas et Suisse Contact pour leur appui à la région de Ségou. Je voudrais aussi saluer l'engagement des bénéficiaires des projets de formation dont la participation au financement s'élève à 79 286 350 francs CFA, soit 12% des coûts. Ces fiches vont permettre de prendre en compte les avis, critiques et suggestions de 7 332 bénéficiaires directs du programme, dont 47% des femmes évoluant dans les filières porteuses. C'est justement pour présenter les expériences
qu'on a pu collecter pendant les 2 années dernières. Pour moi, c'est l'occasion pour diffuser même les techniques et enrichir dans les échanges des unes et les autres pour s'inspirer aussi des techniques qui font peut-être la différence en termes d'emploi et en termes d'augmentation des revenus. On note que le programme FIBANI, qui a démarré ses activités dans la région en 2013, a pour objectif d'améliorer les revenus des producteurs agricoles dans les zones cibles en leur donnant des dispositifs de formation insertion agricole performants adaptés aux besoins du marché. Remise de kits scolaires de la nouvelle brasserie bamakoise NBB qui vient donc d'appuyer les écoles de la localité qui abrite son usine de production. Il s'agit de 150 paquets de cahiers de 200 pages pour bien entendu les élèves en situation de détresse dans la commune de Ngabakoro droit. Cette action de la nouvelle brasserie bamakoise n'est pas une première dans la commune de Ngabakoro selon les populations. Les autorités coutumières et scolaires témoins de la cérémonie de remise ont toutes salué la nouvelle brasserie bamakoise pour cette donation qui pour elle soulage à plus d'un titre les parents d'élèves bénéficiaires. L'amour pour la patrie, l'amour pour l'environnement, amour et cohésion sociale, c'est le thème d'une exposition d'art contemporain. L'artiste exposant Mamadou Amadou Keïta bénéficie de l'accompagnement du programme Corée qui appuie les jeunes talents dans divers domaines des arts. Le vernissage de l'exposition a eu lieu hier jeudi au Centre Soleil d'Afrique, compte rendu de Cheikh Oumar Sangaré. Ce sont 14 œuvres que l'artiste Mamadou Amadou Keïta expose. L'artiste utilise la technique de l'acrylique dans un style de collage et d'assemblage sur le thème amour et cohésion sociale. Et le message à passer, c'est sensibiliser les gens et pour que les gens se réconcilient entre eux-mêmes, surtout le nord et le sud. Et les tableaux parlent de ça. Et c'est l'acrylique, ensuite le collage et les assemblages. Ces œuvres ont été réalisées au cours d'une semaine de résidence artistique dans la cité de Balanzan. L'exposition s'inscrit dans le cadre du programme Corée Qualité du Centre culturel Corée de Ségou avec la collaboration du Centre Soleil d'Afrique. Nous sélectionnons les 5-6 meilleurs talents pour nous qu'on peut promouvoir, qui ont un potentiel très fort. Comme son nom l'indique, le programme Corée Qualité, c'est surtout pour engager les jeunes artistes dans une dynamique de pratique qualitative de l'art. Au Soleil d'Afrique, d'habitude, nous formons les artistes, nous donnons l'opportunité à ces artistes de créer. Et Corée Qualité, et avec Corée Qualité, on a aussi l'opportunité aujourd'hui de multiplier cette chance avec des résidences à Ségou. Ces œuvres d'art de l'artiste Mamadou Amadou Keïta restent exposées au Centre Soleil d'Afrique jusqu'au 30 novembre 2015. Sport football historique, qualification du Mali à la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Les cadets maliens ont dominé hier soir les jeunes Belges par le score de 3-1. Ils joueront en finale dimanche contre le Nigeria, champion du monde en titre. Khalifa Namatraoui. Les Aiglonniers n'en finissent pas d'écrire l'histoire. Après avoir offert au Mali le premier trophée continental pour une sélection en mars dernier au Niger, Baïba et sa troupe ont émerveillé plus d'un en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Ils font ainsi mieux que les générations 97 et 2001 dont le parcours s'est arrêté au quart de finale respectivement face à l'Allemagne et à l'Argentine. Opposé à la Belgique pour la deuxième fois dans ce tournoi chilien, après le 0-0 en ouverture du groupe D, les Maliens ont surtout démontré une vraie force de caractère. Menés dès la 16e minute, ce qui ne leur était plus arrivé depuis juillet 2014 au Bénin, les nôtres réagissent par Boubacar Traoré sur un service limpide de Ali Malé. De l'extérieur, le centre et le tir c'est l'organisation. Sidiki Maïga profite d'une sortie hasardeuse du portier belge pour doubler la marque. Et Sekou Koïta met fin à tout suspense. Attention qui rentre dans la surface de réparation, le tir et le but. Quelques instants après, le Mali est rejoint par le Nigeria, dominateur du Mexique 4-2 pour une finale 100% africaine.
la deuxième de l'histoire, après celle ayant opposé en 1993 les Eaglets nigérians aux Black Satellites du Ghana. Malgré le statut de favoris des champions du monde sortant, les Aiglonnais peuvent bien mettre tous les atouts de leur côté pour achever la très bonne symphonie en hissant plus haut le drapeau malien dans le ciel de Vinan Del Mar, théâtre de la finale de cette 16e Coupe du monde des moins de 17 ans. C'est là avec la bénédiction de tous les Maliens. La présence est de communiqués relatifs à la brillante participation de cette équipe nationale cadette du Mali. D'abord, ce communiqué du Rassemblement pour le Mali, RPM. La brillante qualification des Aiglonnais pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans confirme ce que le président de la République a toujours dit. Chaque fois que nous nous retrouvons autour d'un objectif commun, les résultats ont dépassé les prévisions. C'est aujourd'hui le cas dans le domaine sportif où le Mali est le seul pays africain à voir ses sélections dans toutes les phases finales de football. Le Rassemblement pour le Mali exprime toute sa sympathie et sa reconnaissance à ces jeunes et invite ses militants et sympathisants et toute la population du district à réserver un accueil populaire et patriotique à nos Aiglonnais à leur retour au pays. Le Rassemblement pour le Mali saisit cette occasion pour féliciter le monde sportif pour ses résultats qui honorent le Mali, encourage la jeunesse malienne à la pratique sportive, invite le gouvernement et les autorités sportives à renforcer leur appui à la promotion de toutes les disciplines sportives au Mali. Et c'est autre de la convergence pour le développement du Mali, CODEM, dans le cadre de la Coupe du monde de football des cadets U17 Chili 2015. Les Aiglonnais du Mali ont galvanisé tout le peuple malien en battant les Diables Rouges de Belgique hier jeudi 5 novembre 2015 par le score de 3-1. Cette éclatante victoire les hissant à la finale de cette compétition pour la première fois dans l'histoire du football malien. Cette performance consacre l'excellence, le talent de nos jeunes représentants, mais aussi une expérience mémorable. À cette occasion, la Convergence pour le développement du Mali, CODEM, adresse ses vives félicitations au gouvernement de la République du Mali pour les nombreuses initiatives en faveur de la promotion du sport malien, marque son soutien à l'équipe nationale pour nous avoir émerveillés tout au long de la compétition, encourage l'encadrement technique et l'ensemble du mouvement sportif national, souhaite à notre équipe nationale la victoire finale. La Convergence pour le développement du Mali, CODEM, a saisi cette occasion pour exhorter les populations à sortir massivement pour accorder un accueil chaleureux à nos Aiglonnais à leur retour au pays. Voilà, ceci me fait en cette édition d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. L'information revient demain sur le thème à 13h avec Aïssata Ibrahim Maïka. Merci et bonsoir.